Fait que la nutrition fonctionnelle, c'est le pourquoi. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi il se passe quelque chose? Puis c'est d'aller chercher la réponse. Puis la réponse, bon, elle n'est pas tout le temps évidente, mais c'est de se trouver après ça dans quel système qu'on a le gros débalancement qui amène le symptôme peut-être. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Valérie Dussault, nutritionniste, conférencière et enseignante passionnée. Elle nous parle de nutrition fonctionnelle, qui est une approche qui se veut très globale, donc intégrative et holistique. Et elle nous partage également plusieurs trucs et perles cliniques qu'on peut mettre en application dans notre quotidien pour optimiser notre santé à travers l'alimentation et la nutrition. Bonne écoute. Valérie, je me demandais tout d'abord ton titre, nutritionniste, là, c'était écrit DTP à côté de ton nom. Je suis toujours mêlé un petit peu, nutritionniste, diététiste. Est-ce qu'on peut démystifier ça tout d'abord en partant? Ben oui, avec plaisir. Merci de me recevoir, Maxime. En fait, nutritionniste, diététiste, c'est deux titres qui veulent dire la même chose. Donc, une fois qu'on a fini le baccalauréat puis en nutrition, puis qu'on peut être, dans le fond, membre de l'Ordre des nutritionnistes et diététistes du Québec, ben ça fait en sorte qu'on a les deux titres qui sont réservés, en fait, pour nous. Puis DTP, c'est pour diététiste professionnel. Fait que le DT point professionnel, tu sais, DTP. En anglais, c'est ARD, donc des fois, c'est pour ça que ça peut être un peu mélangeant. Là. ARD, c'est Registered Dietitian, tu sais, pour enregistrer, dans le fond, diététiste enregistré, puis c'est reconnu au niveau canadien, là, au complet, mais c'est sûr qu'au Québec, le nom nutritionniste diététiste, c'est réservé au nom de l'ordre. Ce qui est encore plus mêlant, c'est parce que le titre nutritionniste n'est pas réservé ailleurs. Donc, aux États-Unis ou dans d'autres provinces, c'est pas réservé. Monsieur, madame, tout le monde peuvent porter le titre de nutritionniste, tandis qu'au Québec, non. Fait que c'est pour ça que ça vient un peu confondant, mais finalement, c'est la même chose. OK, c'est ça que je me demandais. Des fois, j'étais comme, je voulais pas offenser personne. Des fois, je disais, hey, j'aimerais se référer à un nutritionniste ou une diététiste ou autre. Ça revient un petit peu au même, du moins au Québec, de ce que j'en comprends. Exact. Parfait. Donc, Valérie, je voulais qu'on ait une discussion aujourd'hui ensemble parce que j'ai beaucoup regardé ton contenu, je l'aime beaucoup. Je voulais qu'on parle, en fait, de nutrition fonctionnelle, qui est une approche que tu préconises. J'ai vu aussi que tu parlais beaucoup de microbiote et tout. Donc, c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent beaucoup, qui font partie même intégrante de ce que je considère aussi en clinique. Donc, j'étais comme parfait. Je veux qu'on ait une discussion comme épisode de podcast. Tout d'abord, je dirais juste que tu me parles, en fait, parce que c'est pas nécessairement une approche universelle chez les nutritionnistes, de mon expérience du moins, là, avec qui j'ai pu interagir ou référer ou autre. Je voudrais que tu nous parles de ton parcours brièvement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé justement à avoir un intérêt marqué pour cette approche-là? Je dirais que l'élément déclencheur, c'est surtout la diverticulite de mon père. Mon père a fait, dans le fond, une diverticulite, c'est une inflammation, c'est comme une poche qui se loge dans ton côlon, là, qui fait que ça grossit puis que les excréments peuvent se loger là et inflammer. Puis souvent on recommande par la suite beaucoup d'antibiotiques. Donc ça va jusqu'à un antibiotique intraveineux. On recommande de retirer beaucoup d'aliments fibreux. Fait que mon père, il était pris un peu dans tout ça. Puis moi, j'étais encore à l'école à ce moment-là. Puis on apprend, tu sais, que finalement, il faut enlever les fibres. C'est juste ça la solution. Tu sais. Je dis, ben voyons, qu'il va manger plus de fibres, plus ci, plus ça, puis peut-être le reste de ses jours. Puis parle d'une chirurgie, puis il s'est fait conseiller d'aller voir Docteur Brouillard, donc Gaétan Brouillard, qui est au Québec, il s'est fait référer vers lui. Puis il a dit, je pense que tu as une inflammation dans l'intestin, peut-être des mauvaises bactéries, une dysbiose intestinale, qu'on pourra parler tout à l'heure, des intolérances alimentaires, je te réfère à une nutritionniste, donc qui était là-bas dans la clinique, puis elle a pris en charge mon père, puis écoute, il faisait prendre des suppléments en plus, tu sais. Fait que là, j'ai des suppléments. Là, je regarde la bouteille, tu sais. Je lis les ingrédients. Mais c'est tous des aliments. C'est toutes des vitamines et minéraux. C'est toutes des acides aminés. Attends un peu, là. Je devrais connaître ça. C'est ma job. Fait que là, je suis comme, puis écoute, mon père, il a épargné la chirurgie. Enfin bref, fait que tout pour dire que moi, ça m'a révélé une autre porte que... Puis évidemment, on avait un cours sur les produits de santé naturelle à l'université qui durait 3 heures. Sur tout un champ qui, pour moi, je pensais en fait déjà en partant que, tu sais, toi t'étais confondu entre nutritionniste, diététiste. Moi, quand je suis rentrée dans le bac, je pensais que je devenais naturopathe, nutritionniste, diététiste. Fait que j'ai compris que naturopathe, c'était un terme à part. Puis là, j'ai appris, je pense, en 3e année de bac, que, on n'est pas naturopathe à la fin. OK. Attends, c'est quoi la distinction? Pourquoi il devrait avoir une distinction? Pourtant, on fait la même job. Non.
Fait que j'ai comme commencé à un peu lire là-dessus, comprendre un peu plus les suppléments, puis je me suis beaucoup intéressée là-dessus. Puis d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai fait ma maîtrise. Donc, c'était d'éduquer les nutritionnistes envers les produits de santé naturelle. J'ai fait un sondage auprès des diététistes du Québec au niveau de leur niveau de confiance à référer auprès des produits de santé naturelle, de bien comprendre, et ainsi de suite. Puis évidemment, les connaissances sont moindres. Donc, mon but, c'était de faire une formation continue à l'Université de Montréal sur les produits de santé naturelle, ce qui a été fait, mais juste une fois. Donc, j'aurais voulu peut-être qu'il soit répété dans le temps, mais à date, il a été fait au moins une fois, mais je pense que il manque beaucoup de connaissances et de cours sur le sujet, parce que 3 heures sur le sujet, c'est rien, là. C'est absolument rien. Puis par la suite, je voulais en savoir plus, puis il n'y a pas vraiment de doctorat, il n'y a pas vraiment quelque chose de plus à connaître. Donc, j'ai lu sur la médecine fonctionnelle, vu que Dr. Brouillard m'en avait parlé. Donc, je suis allée lire là-dessus, puis j'ai vu la certification qui se donnait aux États-Unis. J'ai dit, tant qu'à ça, je vais la faire. Donc, ça va me permettre de connaître encore plus. Puis c'était donné le cours par des diététistes, là, vraiment diététistes registered dietitian, là. Fait que ça m'a mis en confiance en plus, fait que j'ai voulu en savoir plus, puis ils nous pistent, où aller fouiller, les bonnes lectures à faire, fait qu'ils te mettent en confiance, fait que j'ai tout de suite sauté là-dessus, puis je suis rendue là. Écoute, je trouve ça super intéressant parce que c'est pour ça que je te pose la question, parce que ça part toujours toujours, très souvent, en fait, de quelque chose de très personnel ou de quelque chose qui nous arrive dans notre famille ou autre qui nous, qui allume un intérêt plus profond, qui nous amène à avoir une curiosité additionnelle au-delà de notre parcours souvent un peu plus classique. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir, dans ton cas, c'était quoi. Merci de nous avoir partagé ça. Puis, pour nos auditeurs, en fait, là, plus clairement, c'est quoi la nutrition fonctionnelle, grosso modo? En fait, c'est une vision globale, une nouvelle paire de lunettes, je pense, pour regarder le corps humain. Je parlais justement avec une cliente cette semaine, comment qu'on était, tu sais, tout de suite amené, t'as mal à la tête, prends quelque chose pour soulager ton mal de tête, tu sais. T'as mal à quelque part, prends quelque chose, ou tu files pas, fais ci, ou jamais on se pose la question pourquoi. Fait que la nutrition fonctionnelle, c'est le pourquoi. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi il se passe quelque chose? Puis c'est d'aller chercher la réponse. Puis la réponse, bon, elle n'est pas tout le temps évidente, mais c'est de se trouver après ça dans quel système qu'on a le gros débalancement qui amène le symptôme, peut-être une possibilité, une piste du symptôme. Donc, j'ai mal à la tête. Bon, pourquoi? Est-ce que intolérance alimentaire, le foie, est-ce que c'est un manque de nutriments, trop de quelque chose? C'est vraiment ça la clé, les 2 questions. Qu'est-ce qui manque? Puis qu'est-ce qu'il y a en trop? Puis peu importe le système, là, on s'en va dans n'importe quel système, puis on évalue qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a en trop, pour assurer un meilleur fonctionnement. Puis une fois qu'on a enlevé la chose qui devait pas être là, déjà la personne se sent souvent soulagée. Puis quand on donne en plus les nutriments manquants ou les choses qui pourraient bénéficier la personne, ben déjà il se passe de quoi, tu sais, je pense juste l'activité physique, c'est sûr que trop c'est comme pas assez, tu sais, fait que c'est un peu dans l'équilibre finalement là. Ben, c'est ça qui devient super intéressant. Ça devient comme un travail de détective, tu sais. Puis des fois, on n'a pas assez d'outils, on va dire, ou nos outils sont plus limités. Fait qu'on peut même pas avoir ce désir-là d'être autant détective. Puis c'est ça qui est intéressant, autant qu'une expertise aussi, justement, c'est quand même justement un baccalauréat, t'as fait une maîtrise, donc de pouvoir mettre toutes ces connaissances-là en action pour aider tes patients encore plus. Donc, j'aime vraiment ça. Puis autour, justement, du volet nutritionnel, ça ressemble beaucoup à ma pratique de, justement, autour du volet neuromusculo-squelettique, mais de considérer justement le volet biochimique, le volet tout l'historique de mon patient, autant au niveau digestif qu'alimentaire. Je veux savoir qu'est-ce qu'il mange, mon patient, je veux savoir qu'est-ce qu'il vit. Tout ce qui peut avoir un impact sur le système qui est ma spécialité, neuromusculo-squelettique, mais même chose dans ton cas, quelqu'un qui vient te voir avec un volet nutritionnel à évaluer, quelque chose au niveau digestif, tu peux l'aider sans nécessairement prétendre traiter cette condition-là. Souvent, ils sont déjà gérés par leur médecin et tout. C'est juste d'ajouter une plus-value pour vraiment que ce soit un win-win pour tous. Exactement. Parce qu'effectivement, tu sais, une maladie auto-immune qui est atténuée, mais la maladie est encore là. Tu sais, y a pas. Mais le risque est encore là. Tu sais, aujourd'hui, on est en train de parler du renversement du diabète, la possibilité de. Mais oui, mais si on le renverse, puis tu recommences à mal manger ou tu recommences à faire ce qui marchait pas, ben là, ça va revenir. Tu sais,
Et puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis comme tu disais, le volet aussi d'équilibre, tu sais, des fois c'est trop d'une chose, des fois c'est pas assez d'une chose. Puis euh, ton rôle d'accompagnement, tu sais, avec toutes les connaissances que en tant que nutritionniste, diététiste, pour pouvoir éduquer le patient, qui devienne autonome, qui puisse aussi comprendre, tu sais, quand on comprend pourquoi telle chose vient nous affecter, pas assez de telle chose, trop de telle chose, ben après ça, on peut le ramener dans notre vie au quotidien, puis être autonome et, on va dire ça comme ça, souverain de sa propre santé, tu sais, versus, des fois, c'est comme tu dis, ah ben écoute, mange plus de fibres, puis c'est that's all, tu sais. En ayant ces connaissances-là, tu peux éduquer, apprendre à ton patient, puis après ça, souvent, ils vont le transmettre à d'autres aussi. Puis c'est là que ça devient ô Intéressant. combien stimulant. Ah Exactement. ouais, non, c'est exact. Ou, puis l'autre chose, en fait, si on ajoute, là, moi, j'ai mon conjoint qui a eu des enjeux au niveau digestif, des intolérances alimentaires, mais Hmm. il comprenait vraiment pas ce que je faisais avant de devoir passer par les étapes que ce que je recommande à un client pour le vivre lui-même. Puis après ça, effectivement, c'est lui, dans un party, il comptait à tous ses amis la cause de ses problèmes d'intolérance, puis comment qu'il l'a réparé, puis je l'écoutais expliquer, puis c'était vraiment bon, puis c'est ça qui est fascinant, de voir les autres parler pour toi, puis Exact. les autres, tu sais, puis après ça allume des lumières pour d'autres, puis après ça, ils te réfèrent leur mère, l'autre réfère sa cousine, je pense, en tout cas, oui, c'était un investissement monétaire, de faire ma formation en nutrition fonctionnelle, mais aujourd'hui, j'ai de la misère à pouvoir aider tout le monde tellement que il y a tellement de possibilités pour aider, puis il suffit que le monde, on dirait qu'ils connaissent plus, soient mieux formés, davantage, puis qu'il y ait toutes les solutions qui sont devant eux, tu sais. Exact, tu sais, puis je pense que c'est ça qui nous anime aussi à faire justement du contenu en ligne de ce podcast-là, de faire cette entrevue-là pour partager non seulement notre passion, mais qui est, comme tu dis, contagieuse, parce qu'après ça, les autres, quand ils vont mieux, ils ont le goût d'en parler aux autres, parce que à la base, les gens sont souvent, ils savent juste pas que c'est quelque chose qui est disponible pour eux ou qui existe. Tu sais, ils pensent que justement, ah, j'ai des maux de tête chroniques, ben écoute, je prends du Tylenol, puis j'ai jamais comme pensé à une autre justement option possible ou d'autres possibilités. Puis c'est ça qui est super intéressant même en tant que société actuellement, avec un record de maladies chroniques, on s'entend au 21e siècle. La plupart de ces maladies chroniques-là, je pense à justement, diabète pour en dire un, syndrome métabolique, maladie cardiaque, 3 petits points, volet inflammation chronique auto-immune. Mais il y a beaucoup de ces choses-là, même je dirais la plupart, peuvent être influencées par le style de vie, dont l'alimentation, qui est un gros morceau, on s'entend. Déjà d'amener cette conscience-là ou cette possibilité-là aux gens, ben écoute, puis des fois, ils vont le mettre en intégration dans leur vie. Écoute, les changements que ça peut avoir, là, c'est assez impressionnant. Puis tu stresses beaucoup l'importance aussi du système digestif, là, justement, dans le volet, dans tes capsules, dans ton contenu. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de l'importance d'un bon microbiote, par exemple, là, sur le volet santé générale? Ah, écoute, la phrase qui veut tout dire, hein. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Cette phrase-là est tough à comprendre pour bien du monde, je pense. Tu sais, c'est pas à cause que ton assiette est devant toi que tu as tout absorbé. Déjà, en partant, si on est dans un état de stress pour manger, la mastication est pas optimale, déjà la digestion est pas optimale. Si on est, encore là, dans une condition très stressante, l'acidité de l'estomac est peut-être pas optimale pour bien digérer tout ce qui est protéines, B12, le fer, ou les rendre en molécules plus petites pour faciliter la digestion plus loin dans le petit intestin. On pense à la bile. S'il y a une mauvaise efficacité de la sortie de la bile pour venir émulsifier les graisses, de favoriser une digestion, ça va descendre plus loin, fait que la digestion des graisses sera pas optimisée, puis le gras, optimise la digestion de la vitamine A, D, E, K, tu sais, certaines vitamines, dont la D, qu'on parle de plus en plus dans le contexte du COVID, mais fait que là, j'ai une déficience en vitamine D, ben oui, mais attends, oui, le soleil, mais tu sais, y a-t-il une autre cause, ou est-ce que, tu sais, on peut trouver un peu la raison du pourquoi derrière tout ça, mais ce que je veux dire, c'est, tout peut ramener beaucoup au système digestif, puis j'ai beau donner le meilleur plan du monde en fonction de tes besoins nutritionnels, si tu ne le digères pas, ou si ton corps le perçoit négativement parce que tu as justement le mot dysbiose, qui est un débalancement de ta flore intestinale, c'est parce qu'on est plus bactéries qu'humains à la base. Fait que juste ça l'ajoute pourquoi je pointe tout le temps vers le système digestif à cause de ces micro-organismes. Et si on se retrouve avec plus de mauvaises, pas assez de bonnes, à ce moment-là, quand vous mangez,
vous nourrissez les mauvaises avant de vous nourrir vous. Fait que là, on peut être ballonné, gonflé, avoir des flatulences, des irritations, puis ça optimise pas ce que vous mangez. Dans le fond, à optimiser digérer ce que vous mangez. Donc, c'est sûr que je reviens tellement au système digestif rapidement, juste en vous posant des questions, en disant quelle fréquence tu vas à selle, c'est quoi le look de tes selles, est-ce que tu prends le temps de les regarder? Il y en a qui regardent même pas. Puis quand je pose la question, j'ai l'impression de poser une question qui tue. Là. C'est oh, j'ai pas remarqué. Attends, est-ce que ça flotte? Est-ce que ça cale? Quelle couleur? Y a-t-il des aliments non digérés dedans? Fait que c'est... Pour toi et moi, c'est comme la base, mais tu sais, justement, ça veut tellement dire de choses, dépendamment de la réponse ou autre, ça nous dirige vers un endroit ou un autre ou un monde de possibilités. Puis c'est ça, je t'entends parler, tu sais, ta passion contagieuse, je m'imagine justement, tu sais, nutritionniste est-ce que j'allais dire nutritionniste qui gradue là, bon, du baccalauréat et compagnie, est-ce que ils ont tout appris ça? Ou c'est justement, moi j'ai l'impression que c'est une boîte de Pandore que tu ouvres après le volet médecine fonctionnelle, puis ça vient faire les liens manquants à différentes choses qui des fois en clinique t'étais limité. Mais là, je m'imagine ça, je sais pas. Écoute, est-ce que vous faites ces liens-là en sortant de l'école, mettons, en nutrition? C'est tough parce que je te dirais qu'à l'école, on voit beaucoup en silo, tu sais, comme beaucoup séparément. Tu sais, comme là, c'est le cours du diabète. Et là, c'est le cours système digestif. Tu sais, c'est comme... Mais jamais on fait le lien, tu sais, que le diabète, système digestif, il y a des corrélations à faire. Fait que je te dirais que le cours de nutrition fonctionnelle, en fait, il t'amène à faire des liens, à des ponts entre les cours que tu as vus. Fait que je te dirais que c'est une matière, c'est sûr qu'on a vu, peut-être pas aussi poussée, mais c'est clair qu'elle a été comme couverte, mais jamais les liens ont été faits. Puis c'est ça que je trouve fascinant, c'est très biochimique, hein, la nutrition, la biochimie. Puis on a eu quelques cours de biochimie, mais personnellement, quand je prends du recul, vraiment pas assez. Puis aujourd'hui, je suis encore en train de resuivre des cours de biochimie, des matières que j'ai déjà vues, puis je suis encore en train de le suivre parce que on oublie, il y a tellement de réactions biochimiques dépendantes de telles vitamines ou minéraux. Celle-là oui, celle-là non. Puis il y a des liens à faire entre tout ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je me remets tout le temps dans le bain parce que il y a tellement de choses qu'on peut manquer rapidement. Fait que je te dirais qu'à l'école, c'est sûr qu'à un moment donné, t'en manques. Là. Si tu fais juste graduer puis tu continues pas à te perfectionner, je pense que tu vas en oublier puis en perdre là, en chemin. Puis la nutrition, c'est tellement nouveau comme science, là, puis ça grandit en pas de géant. Là. À chaque fois, là, on parle de nutri-génomique, là, tu sais. On parle d'épigénétique. Fait que je parle de mots compliqués, mais ça veut juste dire, dans le fond, que c'est votre environnement qui influence vos gènes. C'est pas à cause que maman avait des problèmes que toi, tu vas avoir des problèmes. Ça dépend de ton environnement. Puis on est peut-être en train de capable d'identifier quel est le facteur déclencheur de ce gène-là, tu sais, puis c'est pas de la matière facile à lire, hein, on va se le dire. Là. Pour nous, justement, quand on étudie ça et tout, mais pour le patient, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un pouvoir sur, des fois, une sentence génétique de pouvoir potentiellement moduler ça, modifier ça, à quel degré, on sait pas, c'est propre à tous et chacun, mais justement, l'implication du microbiote, pour ça que nous autres, on pose toutes ces questions-là aux patients et tout, mais, OK, l'absorption, qu'est-ce que tu n'absorbes pas? À partir de là, y a une certaine toxicité potentiellement qui est là? L'implication immunitaire, inflammatoire, chronique, volet, bon, toxicité, détoxification et compagnie, mais au niveau neuro-inflammation, le bon vieil axe, gut-brain axis, dans le fond. Puis, l'impact sur leur humeur, sur leur cognition, sur leur bonheur, point. C'est quelque chose qui est relativement fréquent et de plus en plus documenté dans la littérature. Donc, fréquent, puis je te dirais quasiment on est rendu quasiment à cause à effet parce qu'il y a une étude sur les adolescents qui était, je pense, 2018 ou 2019, qui montrait que plus il y avait un débalancement de la flore intestinale, donc moins de bonnes bactéries, puis plus de mauvaises, plus il y avait des symptômes de dépression. C'est grave, là. Puis je pense que j'avais un psychologue un moment donné qui me disait la prochaine pilule antidépresseur, là, ça va être des probiotiques. On était rendu là, se questionner. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, quand on vous pose ces questions-là sur vos selles et on élabore là-dessus, ben nous autres, ça nous met une porte ouverte sur un petit peu toutes ces conditions-là potentielles. Est-ce que c'est un lien direct? Absolument pas, mais c'est toutes des petites choses qu'on vient prendre en échantillon pour faire comme, écoute, ça peut jouer dans cette condition-là comme facteur. Puis, Valérie, je voulais pour nos auditeurs, évidemment, quelles sont les principales causes, selon toi, là, de débalancement de ce fameux microbiote-là? On va être ici jusqu'à 10 heures. Non, c'est une joke. Il y en a des facteurs qui influencent la flore intestinale, mais tu sais, les plus importants, je pense,
c'est sûr que l'environnement, tu sais, quelqu'un qui fume, boit beaucoup d'alcool, ça va avoir un impact négatif. Mais aussi, il y a des choses qui ont des impacts positifs. Hein? Tu sais, aujourd'hui, on pourrait parler peut-être de votre naissance ou même ce que maman faisait quand elle était enceinte de vous. Ça part de là, tu sais. Fait que maman, quand elle était enceinte, exact, elle était exposée à quoi comme toxicité, est-ce qu'elle fumait ou autre, ça influence déjà votre flore intestinale. Vous partez à -5 ou +5, là, tu sais. Puis après ça, on peut parler quand vous êtes sorti du ventre, est-ce que c'était par césarienne, voie naturelle, parce qu'on se rend compte que la voie naturelle peut-être amènerait plus de bonnes bactéries que quand on est dans une voie plus césarienne désinfectée, donc il y a peut-être moins de bonnes bactéries. Ensuite, l'allaitement. Déjà, l'allaitement, on se rend compte qu'il y a des prébiotiques dans le lait, là, donc la nourriture pour les bonnes bactéries, sans parler du premier lait, le colostrum, qui en fait répare l'intestin du bébé. Donc, c'est sûr qu'après ça, moi, je dis tout le temps, ben, tu sais, si maman faisait pas, tu sais, une bonne hygiène de vie puis qu'elle t'a allaité, ça veut pas dire que t'es béni des dieux, là. Exact, parce que ça ce dépend, microbiote-là se transfère justement par la voie vaginale et tout, mais t'hérites toujours bien du microbiote de la mère quand même, dans une certaine mesure. Exact. Puis tu parlais aussi beaucoup dans ton contenu, là, je voyais le stress, tu sais, qui est comme un des gros... on y pense souvent pas, on pense ouais, les antibiotiques, la toxicité et compagnie, mais le stress, tu sais. Puis au 21e siècle, la prévalence du stress, on peut regarder les 2 dernières années, point, juste avec des trucs qui sont pas toujours de notre contrôle. Écoute, le stress, c'est majeur, là. Ouais, puis tu sais, il y a le stress émotionnel, mais oublie pas qu'il y a le stress physique. C'est quelqu'un qui a pas une bonne posture ou qui compense ou autre. C'est un stress pour le corps. Puis le stress biochimique s'ajoute là-dedans. Fait que dépendamment de ce que tu manges ou ce que tu prends ou ce que tu inhales, ça l'ajoute du stress comme la toxicité qu'on a parlé tantôt. Mais c'est toutes des choses qui s'additionnent. Fait que personnellement, ce que je remarque en clinique, ça fait en sorte que si tu as beaucoup de stress biochimique puis en plus un stress physique, j'ai l'impression que ton verre d'eau déborde aussitôt qu'un stress émotionnel. Tu sais, que les personnes sont anxieuses plus... Peut-être, tu sais, c'est comme si ta tolérance est moins là. Fait que tu sais, ton verre d'eau déborde, t'exploses plus vite, tu sais. Je pense à un débalancement hormonal. C'est moins élevé. Un débalancement hormonal, on sait que ça joue sur l'humeur. Fait que c'est sûr que si on rétablit un peu les choses, qu'on optimise, ça va aider déjà au stress émotionnel. Parce qu'évidemment, ce qui décourage, c'est que justement, il y a tellement de facteurs qui débalancent une flore intestinale qu'une fois qu'on l'a réparé, évidemment, moi, un des marqueurs vraiment importants, c'est qu'est-ce qui l'a débalancé pour être sûr que ça revienne pas, tu sais. Quelqu'un qui prend une médication qui réduit l'acidité de l'estomac, qui est assez courant comme médication utilisée, ben on voit que en fait, ça a tendance tellement à réduire l'acidité que la digestion des protéines, même des aliments, c'est moins optimisé. Fait que ça fait en sorte qu'on peut peut-être plus de chances d'avoir des intolérances alimentaires ou des sensibilités alimentaires, mais aussi un milieu favorable pour des mauvaises bactéries d'y résider ou bactéries ou levures ou parasites de passer puis de résider. Fait que c'est sûr que si j'ai réparé ta flore intestinale, il faut travailler avec ton médecin là au niveau de ton antiacide, la nécessité qui est toujours là et le pourquoi du comment. Puis d'encadrer le client là-dedans parce que je voudrais pas que ça revienne. C'est toujours en gardant ça en tête puis en ayant les outils pour le faire. Puis c'est un petit peu ça. Ça remplace pas la médecine, ça remplace pas de traiter la condition de façon appropriée, autant que ce soit pharmacologique ou de d'autres façons. C'est juste un outil additionnel parce que la santé de l'être humain, ça demeure assez compliqué comme ça. C'est pas vrai qu'un seul individu va tout régler et prendre en charge toutes les sphères. Par contre, c'est tellement un gros atout quand tu peux avoir non seulement accès à cette information-là, mais aussi de ces outils-là, ce thinking-là, pour pouvoir voir, OK, quelle est la source de cette problématique-là, pour non seulement que ça soit réglé de façon le plus rapidement possible, le plus efficace possible, mais encore, ça veut pas dire que c'est du jour au lendemain, mais quand même, et aussi que ça revienne pas, tu sais. Qu'est-ce qui peut faire que ça revienne? Ben là, tu viens de nommer, quelques hypothèses pour une condition bien spécifique, mais d'avoir ces connaissances-là, ces outils-là, c'est ô combien intéressant d'avoir ça dans son équipe. Puis d'où la raison, comme tu dis, tous ces facteurs-là qui viennent influencer le microbiote émotionnel, biochimique, mécanique, de s'entourer de professionnels au pluriel de la santé qualifiée qui a un bon fit, qui peuvent justement faire cet encadrement dépendamment dans votre cas, où est-ce qu'elle se situe la dominance? Est-ce que c'est plus du stress? Est-ce que c'est plus mécanique? Est-ce que c'est plus qu'est-ce que vous mangez? 3 petits points, tout ce qu'on a nommé précédemment. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment se prendre en charge lui-même aussi, là. Ça prend de la volonté. Autant, comme tu disais, des fois, ça prend un investissement monétaire, mais autant pour s'éduquer là-dessus, mais qu'en tant que patient, mais aussi l'investissement monétaire est une
portion, mais les efforts, le temps, la répétition qu'il faut investir de soi dépasse souvent de loin l'investissement monétaire. Là, tu sais. Non, puis après ça, on l'a dit, tu sais, oui, t'investis, mais tu le récoltes aussi, tu sais, parce que si t'as un problème X qui t'empêche de faire plein de choses que tu rêverais de faire, ben si on atténue les choses qui te l'empêchaient ou qu'on le rétablit même, ben c'est sûr que à ce moment-là, je pense que l'investissement en vaut le coup, là, tu sais. Exact. Puis si on revient au volet, bon, là, c'est sûr, tu as toutes les sphères qui influencent, bon, le microbiote et tout, mais si on revient au volet alimentaire, mettons, avec ton expertise aussi, si pour les auditeurs, pour vraiment optimiser, plus préventivement, on va dire ça comme ça, là, parce qu'après ça, c'est du cas par cas, tout ce qui est thérapeutique, c'est un autre volet, mais pour monsieur et madame tout le monde qui veulent optimiser leur microbiote au quotidien, est-ce qu'il y a des recommandations alimentaires? Est-ce que tu as des petits trucs ici et là qui pourraient être bons? Plusieurs choses. Mm-hmm. Déjà en partant, bon, on pourrait faire référence à des probiotiques alimentaires. Beaucoup de monde vont avoir tendance à courir chercher un probiotique en supplément, mais dans vos aliments, on est capable d'aller en chercher. Évidemment, il suffit de les connaître, les essayer et les apprivoiser. Je pense entre autres au miso, en fait, la pâte de miso qui peut être ajoutée dans un bouillon ou qu'on peut se faire un petit eau chaude puis mettre la petite cuillère à thé de miso dedans. Ça se met dans un sauté de légumes également. Évidemment, au moment de servir, faut pas trop chauffer parce qu'on va perdre à ce moment-là les probiotiques. Je pense au kombucha qui est comme rendu une certaine popularité. Peut-être de nom, vous avez entendu, mais il y en a qui contiennent énormément de sucre. Fait que j'essaie de choisir les moins sucrés, là. Donc, peut-être regarder l'étiquette nutritionnelle pour être sûr d'avoir un peu la quantité de sucre qu'il y a dedans. Il y a le kéfir. J'aime bien le kéfir de noix de coco, mais il y a le kéfir de lait. Fait que, mais si vous tolérez pas les produits laitiers, vous pouvez tout le temps vous tourner vers le kéfir de coco. Puis encore là, il y en a avec une saveur et du sucre. Puis il y en a le nature. Moi, j'aime bien prendre le nature puis l'aromatiser à mon choix puis mettre où je veux dans mes aliments. Puis il y a les légumes fermentés, là. On peut penser au kimchi, mais aujourd'hui, ils ont sorti comme énormément de choix là-dessus sur les légumes fermentés. Je pense à la moutarde vivante. Ils l'appellent vraiment moutarde vivante. Fait que quelqu'un qui aime pas trop comme le kimchi ou la choucroute en bouche comme goût, ben, ils peuvent se tourner vers la moutarde. Fait qu'à ce moment-là, tant qu'à faire une trempette ou le mettre dans un wrap ou quelque chose, ben t'as juste à mettre ta moutarde vivante dedans. Fait que ça, je trouve que c'est quand même un atout de plus là, qui est disponible. Puis on parle un peu du tempeh. Je pense pas que c'est le plus fort en probiotique, mais quand même, ça peut être une option aussi intéressante à ajouter. Le tempeh, dans le fond, c'est le tofu fermenté pour ceux peut-être qui connaissent pas trop. Là. Fait qu'on peut le prendre aromatisé comme on peut le prendre nature, puis l'aromatiser à votre choix. C'est juste que ça goûte fermenté en bouche. Là. Moi, je le combine des fois avec de la viande même. Là. Je combine les deux. Fait comme ça, je l'ajoute de cette façon-là. Fait que je trouve que c'est des bonnes façons de l'ajouter au quotidien. J'ai eu un séjour un moment donné au Japon, puis les Japonais, pour déjeuner, dîner, souper, t'as ta soupe miso, puis t'as tes petits légumes fermentés juste à côté, avec ton thé vert. Fait que c'est sûr que le thé vert est des antioxydants. Je pense qu'ils ont compris un peu les choses à faire, hein, les Japonais. Puis on pourrait ajouter par la suite, pour votre microbiote, c'est des prébiotiques. Donc prébiotiques, c'est de la nourriture pour vos probiotiques, pas vous mélanger, là. Fait que la nourriture pour les bonnes bactéries. Fait que là, on fait référence beaucoup qu'est-ce qui est, tu sais, comme de l'ail, de l'oignon, poivron vert, les asperges, puis la topinambour. Moi, en clinique, j'utilise beaucoup la farine de topinambour. Je fais pas vraiment cuisiner comme des muffins ou des choses comme ça, parce que je dois avouer que le goût est pas super bon. J'utilise comme supplément, si on veut, là. Carrément, je l'ajoute dans mon yogourt, je peux l'ajouter dans un smoothie. Puis on parle d'une cuillère à thé à une cuillère à table, dépendant de votre tolérance. Fait que c'est sûr que vous pouvez commencer même à une demi ou un quart de cuillère à thé pour créer une certaine tolérance, parce qu'il y en a certains qui, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas nourri leur flore intestinale que, là, quand ils nourrissent un ballonné gonflé, ça peut on n'a pas travailler fort. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, si vous allez travailler cette journée-là, vous allez pas m'aimer, là. Fait que, tu sais, juste de bâtir une certaine tolérance dans tout ça. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant. Puis il y a de plus en plus aussi d'études sur la pigmentation rouge qu'on retrouve dans le jus de canneberge ou le jus de pomme grenade, qui en fait nourrit une certaine bactérie dans votre flore intestinale qui est assez positive pour produire le mucus dans l'intestin pour protéger les parois de votre intestin. Fait que j'aime beaucoup en fait d'utiliser le jus de canneberge, un petit shooter, là, tu sais, une petite quantité là, je donne un quart de tasse des fois par jour, ou des fois on le répète un peu plus quand on veut être aigu dans quelque chose là, mais ça peut être quelque chose pour entretenir en fait. Puis pour continuer, s'il y en a d'autres qui voudraient, j'ai mon e-book qui est gratuit sur mon site internet, qui est justement comment
réparer votre intestin, optimiser votre intestin, puis c'est exactement les aliments clés à favoriser dans votre alimentation. Fait que si jamais ça vous intéresse. C'est sûr, je vais mettre ça dans les show notes, en fait, clairement. C'est gratuit. Oui, c'est dans le fond, c'est mon cool. e-book, là. J'ai tout mis tout beau, là, fait que ça me ferait plaisir. En fait, j'ai des collègues, même de travail, qui l'impriment pour leur salle d'attente. Wow. Fait que ça peut être intéressant pour partager comme information. Je pense que ça se mérite de se savoir, là. Ben oui, good job. Merci d'avoir fait ça pour tous. Puis sinon, au-delà des aliments, justement, bon, à préconiser ou autre, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment éviter ou qui, selon toi, comme sont à faire attention un petit peu plus au niveau alimentaire? Sucre blanc, je dirais, là. En fait, tout ce qui est raffiné, sucre blanc ou même l'amidon, tu sais, comme pain blanc ou autre, tu sais, on pense que c'est du pain, mais c'est du pain blanc, des pâtes blanches. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est parce que c'est tellement peu de fibres, c'est tellement raffiné, c'est absorbé tout de suite dans votre petit intestin. Puis à ce moment-là, il y a comme pas rien de consistant pour nourrir vos bonnes bactéries. Fait que ça peut comme les tuer, les affamer à ce moment-là. C'est sans parler que, bon, il y a peut-être une possibilité d'accroître peut-être l'intestin plus perméable, donc la porosité au niveau de votre intestin peut peut-être être limitée, l'inflammation dans tout ça. Il y a peut-être un lien, une corrélation à y avoir avec ça, comme aliment peut-être à faire attention. Mais par la suite, c'est sûr qu'on pourrait parler de une trop grande quantité d'alcool. Il y a une étude qui montrait par rapport à l'alcool puis le cerveau, là, donc plus on buvait de l'alcool, plus la quantité était importante, plus ça pouvait rétrécir la grosseur de votre cerveau. Là, c'était comme inversement proportionnel, comme on dit. Fait que moi, ça m'a fait peur, mais ça dépend des personnes. Ça dépend de votre, je pense, un certain gène. Quand l'étude disait ça, puis je le connaissais pas, je connais pas le mien, fait que je suis comme OK. Fait que même, tu sais pas c'est quoi la tolérance, mais même pour la flore intestinale, tu sais, c'est quoi la tolérance, là? Je veux pas être puriste, là, je veux pas vous dire plus jamais, tu sais, c'est pas ça. Je crois pas à ça, mais de garder avec un regard. Comme tu dis, c'est toutes des informations intéressantes, il y a de plus en plus de littérature sur différents points, mais c'est de pouvoir mettre ça en contexte aussi. Puis c'est pour ça que je te pose des questions, puis monsieur, madame, tout le monde à la maison, c'est difficile, autant pour Valérie de répondre que pour nous, on spécule un peu sur différentes choses parce que c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est ça, la beauté, c'est que chaque patient, chaque client est comme un sudoku, un puzzle, on va dire ça comme ça, qui a son propre historique, ses propres settings et tout. Puis nous, c'est l'art un petit peu de naviguer ça, d'investiguer, d'aller voir qu'est-ce qui va être pour l'individu qu'on a devant nous, les pistes de solutions. Fait que là, on parle de différentes choses, de l'alcool, comme tu dis, l'alcool, c'est du cas par cas, ça dépend de la personne, son microbiote, une panoplie de facteurs. Donc, tous ces conseils-là, on essaie d'être le plus général possible, des petites recommandations et tout, mais ça revient à consulter votre professionnel de la santé pour avoir quelque chose qui vous correspond à vous. Là, c'est quoi, on parle souvent de bien manger, justement, c'est quoi pour toi, brièvement encore une fois, bien manger? Il y a plein de diètes, c'est même difficile en fait de se retrouver, là. Il y a plein de... Ça revient un petit peu sur ma phrase de « il n'y a pas de one size fits all », il n'y a pas une chose qui convient à tous, mais grosso modo, pour les gens à la maison, c'est quoi bien manger? J'ai 2 réponses à ça. Vas-y. Je commence la première. En fait, tu l'as dit juste avant, c'est de personnaliser à la personne. Et un des faits, en fait, moi, je me rappelle d'une cliente qui était rentrée, qui m'avait dit, là, je peux-tu manger du gluten ou je peux pas? Les produits laitiers, je peux-tu en boire ou je peux-tu pas? Ou les œufs? Écoute, là, elle était partie. J'ai dit, hey boy, attends une minute, on va encore regarder ta situation, tes signes et symptômes ou, tu sais, ton bagage à toi, tu sais. Puis au bout de la ligne, des fois, dépendamment si ça revient beaucoup vers le microbiote, moi, souvent, ce que je note, c'est peut-être des sensibilités, des intolérances alimentaires. Mais si une personne a une sensibilité à quelque chose, ça veut pas dire que l'autre va l'avoir. Fait qu'une des choses que j'aime beaucoup, c'est un peu la diète d'éviction, d'élimination qui est sur une durée de 3 semaines. Parce qu'en fait, si je complète juste sur le microbiote, c'est que souvent, ça peut amener, la porosité de l'intestin. Puis quand il y a une porosité de l'intestin, les choses, les aliments, peuvent plus facilement passer dans les trous de l'intestin, puis à ce moment-là, se rendre dans la circulation sanguine, donc le système immunitaire qui peut plus réagir puis créer des petits soldats contre des aliments. Puis ces petits soldats-là, ils ont une vie de 21 jours. Donc, si toi, Maxime, t'enlèves les aliments irritants pendant 3 semaines, tu me permets, en fait, de réparer l'intestin, de renverser les intolérances alimentaires. Fait que mon but, c'est pas juste de dire plus jamais manger ça. Ça serait peut-être une possibilité de le renverser en plus. Fait que souvent, ce que je note dans une diète d'élimination, c'est qu'à mi-chemin, la personne a souvent un « wow ». Oh mon Dieu,
je respire mieux, ma peau, j'ai de l'énergie, mes yeux, mes oreilles, tu sais, fait que là, ils remarquent, tu sais, tellement des bonnes choses que, là, ils ont quasiment peur de réintégrer, puis là, j'ai dit, non, on réintègre, choisis quel aliment dans la liste, que de tous les aliments qu'on a enlevés, choisis le premier, tu sais, fait que là, la fameuse madame, qui savait pas quoi manger, bon, essaye le fromage, tu sais, réintègre le fromage, si mon nez est bloqué, ben raide, je respire plus, je suis plus capable, puis là, quand on a une sensibilité, puis qu'on l'a enlevé, puis qu'on le réintègre, la réaction est pire, dans le sens, c'est comme si on vient de mettre de l'huile sur le feu. Je viens pas de te créer une intolérance, c'est que là, tu avais tellement beaucoup d'inflammation ou de symptômes que là, quand on te reset à zéro, là, tu vois de façon exponentielle le symptôme. Fait qu'évidemment, mon but, c'est, OK, tasse le fromage, concentre-toi sur un autre aliment, là, puis on va y revenir. T'sais. Le but, c'est de continuer à réparer la flore intestinale, comme les probiotiques, les prébiotiques qu'on a parlé. Fait qu'on veut continuer à réparer pour fermer les parois de l'intestin, parce que c'est des tissus, là. Le corps, il se régénère. On est capable de l'optimiser. T'sais. Fait que par la suite, c'est de même qu'on est capable de personnaliser. Tu sais, c'est quoi bien manger? Tu sais, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de tes soldats, de ta réaction. Parce que si elle a réagi au fromage, moi, j'ai pas réagi au fromage. Tu sais, c'est quand j'ai fait ma diète d'élimination. Mais les œufs, par contre, mais là, ça a pris un certain temps. Puis après ça marche. Fait que tu sais, je pense que ça dépend de chaque personne. C'est ça qui est intéressant, puis que je dis souvent à un patient aussi, l'idée, c'est jamais de tout éliminer pour toujours. Dans le meilleur des mondes, en fait, on peut réintroduire. Puis il y en a peut-être qui vont demeurer des dominantes, qui est comme pas notre point fort, on va dire ça comme ça, ou une intolérance plus franche ou autre, tu sais. Mais clairement, les gens veulent souvent trouver un coupable extérieur qui est comme tout ça, puis OK, je vais arrêter ça tout le temps, puis là, je sais quoi faire, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que j'aime ça comment tu l'as exprimé, là. Puis l'autre réponse à y avoir sur une bonne alimentation, c'est un peu la quantité de chacun. T'sais, c'est pas à cause que t'as pas d'intolérance à tel aliment que tu peux en manger fois 10 ou 10 kilos à chaque repas. T'sais. Je pense qu'il y a une certaine modération à y avoir. Puis aussi, moi, ce que je remarque en clinique, c'est que si je fais une référence à une hormone qui s'appelle le cortisol. Okay? Votre cortisol, c'est l'hormone de stress. Okay? On a parlé tantôt de stress, là. Mais le cortisol, en fait, il est haut le matin parce que justement, une chance qu'on a du cortisol parce que tout le monde dormirait, tout le monde serait alité, personne ne ferait rien. T'sais. Fait que le cortisol, il nous sort du lit, puis allez, c'est le matin, on se réveille, on fait notre journée. Puis plus la journée avance, plus le cortisol est diminue pour nous permettre d'aller nous coucher. Fait que justement, le cortisol étant haut le matin, il a tendance à nous amener à avoir plus de glucose en circulation. Fait que si vous preniez votre taux de sucre comme un diabétique le matin, il serait peut-être tendance à faire plus le haut. Là. Évidemment, si vous n'êtes pas diabétique, je m'attends pas à des chiffres extraordinaires, mais il y a peut-être tendance à être plus haut à cause de l'effet du cortisol. Fait que souvent, ce que j'amène les gens à prendre conscience, c'est as-tu besoin de beaucoup de glucides pour déjeuner, pour starter ta journée, tu sais? T'en as déjà dans le sang. T'sais. On peut-tu sélectionner des choses moins glucidiques là, le matin, tu sais, fait que les fameux pains blancs, j'essaie de, on pourrait peut-être se tourner vers quelque chose autre que du pain, que des pâtes, pas des pâtes le matin, mais des céréales, du gruyot, des crêpes, des gaufres, parce qu'on s'est fait dire de manger ça pour déjeuner, des grandes quantités de sucre. C'est écrit sa boîte. Fait que j'essaie de tourner ça autrement, tu sais, fait que de manger peut-être plus de noix, plus même les crotons, il existe maintenant avec la mode du keto, là, je pense que le monde a sûrement suivi un peu parce que c'est écrit partout keto dans le monde là, aujourd'hui, mais avec la mode du keto, moi je remarque des produits keto vraiment intéressants là, comme des pains faits à farine d'amande, des céréales faites avec des noix, puis je suis comme ouais, c'est bien intéressant. Fait que ça peut remplacer avec votre yogourt grec ou une poudre de protéines dans votre shake le matin, tu sais, fait que je vise beaucoup de protéines et gras le matin, moins de glucides, puis un peu plus de glucides au dîner, puis encore plus au souper, tu sais, dépendamment de la personne. Évidemment, on peut bâtir vos besoins nutritionnels, mais tu sais, puis en plus, les glucides, ça endort. Fait que tu sais, c'est pas pour rien que le matin, si je commence avec du sucre à 10 heures, votre taux de sucre va faire un high encore plus haut. Puis là, l'insuline va vouloir rétablir toute cette quantité de sucre-là. Puis l'insuline commence pas à te dire, toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres. Il rentre tout le monde, là. Fait que là, on tombe en hypoglycémie à 10 heures. On est affamé. Puis là, on n'est pas affamé pour des brocolis, hein, tu sais. Fait que, habituellement, ce que je note par expérience, c'est plus comme votre muffin, je sais pas moi, votre beigne, ça peut être une barre tendre, mais finalement que c'est juste du sucre, fait que ça fait encore là monter votre sucre, ça redescend au dîner, puis là on mange les pâtes les restants de la veille, là, à 3 heures on s'endort, tu sais, pendant le meeting, tu sais, fait que c'est pas pour rien que balancer un peu ça. Là. On voit ça tellement souvent, la fameuse hypoglycémie réactive ou autre, puis c'est que les gens ne se doutent pas après ça sur quel
tous les aspects de leur santé sur lesquels ça vient jouer, leur concentration au travail, leur performance au travail. Puis moi, en tant que chiropraticien, leur douleur, leur inflammation, la récurrence de leurs conditions, leur fragilité accrue avec le fameux cortisol, une panoplie d'autres choses inflammatoires. Puis des fois, justement, comme tu disais, juste de changer le déjeuner, là. Il y en a que ça a transformé leur vie, là, aussi simple que ça. T'sais. C'est pas systématique chez tout le monde, mais des fois, si justement une grosse portion de quand vous commencez votre journée, puis ce que vous mangez n'est pas optimal pour vous, la cascade après ça, là, puis on recommence le lendemain. Fait que des fois, ça a l'air anodin, mais ça peut faire un monde de différence pour comment vous sentez, vos douleurs, votre mood. Finalement, vous chicanez avec tout le monde au bureau ou avec votre chum blonde, puis finalement, c'est juste que votre glycémie est pas optimale, exactement. Très fréquent. Fait que... Ma fille, elle va avoir 2 ans, puis elle fait des crises, là. Des fois, de bacon, elle se met à terre, je suis comme, t'es en hypoglycémie, on va regarder ça. Qu'est-ce parce que là, elle a commencé la garderie, puis évidemment, je contrôle pas tout ce qu'elle mange, donc... c'est drôle parce que chez les enfants, c'est encore quand même... tu sais, souvent, avec les parents, tu chasses, puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, il a trop mangé de ce coup, là, il y a telle affaire. Mais chez l'adulte, des fois, on dirait qu'on oublie que ça nous fait le même effet, c'est juste que c'est peut-être moins... On se comporte peut-être on se réserve plus en public, mais à l'intérieur, on sent de la même façon. Genre, c'est qu'on ferait pas le bacon. Exact, tu sais. C'est juste qu'on est moins tolérant, on est plus bête, on est plus... peu importe, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir justement le parallèle. Puis, en fait, là, on parle de la colère, mais tu m'as fait penser aussi de me rendre jusqu'à l'insomnie aussi, hein, parce que les hyper-hypoglycémies se fait tout au long de la journée, puis dépendamment de ce qu'on a mangé, même le soir ou avant de se coucher, on peut tomber en hypoglycémie pendant la nuit. Mm-hmm. Puis quand ça arrive, votre corps est comme en alerte en disant, mon Dieu, il va mourir. Fait que là, il sécrète l'adrénaline, puis la noradrénaline, puis là, là, vous êtes réveillé à 2h du matin, puis ça prend comme 2-3 heures à se rendormir, là. Fait que ça peut être une hypoglycémie aussi, là. Fait que ça, je le remarque en clinique, quand on rebalance un peu. Je veux juste balancer ton alimentation en fonction du cortisol, ok? T'sais, je te dis plus jamais de manger de banane. Fais juste de manger comme l'après-midi, tu sais, mange-la pas de matin, tu sais. Fait que je suis pas... T'sais, on n'a pas d'interdit. On va juste comme choisis, tu sais. Choisis ton glucide puis mets-le au bon moment. T'sais. Déjà là, ça va être intéressant, tu sais. C'est ça, puis c'est là que ça devient super intéressant aussi, puis toutes les répercussions, comme je disais, autant au niveau neuromusculo-squelettique, les douleurs, là, ton corps récupère plus, tu dors pas bien, etc. Puis toutes les répercussions que ça peut avoir, puis c'est là que ça devient intéressant, je trouve, l'interdisciplinarité aussi. Tu sais, oui, je vais le considérer et tout, mais j'ai pas le temps de faire toute cette éducation-là nécessairement. Le volet coaching, counseling et tout, puis c'est là que je trouve ça super intéressant de t'entendre, parce que c'est pas nécessairement toujours mon expérience que j'ai eue avec différents nutritionnistes. Souvent, même, j'avais des atomes crochus un petit peu plus avec certains naturopathes ou autres à cause de ces liens-là qui étaient faits. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu fais, toute l'éducation que tu fais aussi. J'ose espérer qu'il y a beaucoup de nutritionnistes aussi qui... Je pense qu'il y a un mouvement là, derrière la fameuse nutrition fonctionnelle et tout là, qui est de plus en plus là parce que je pense que justement ça apporte des outils et des solutions justement aux professionnels de la santé pour aider encore mieux leurs patients. Fait que je vois pas pourquoi, adapté à la réalité du 21e siècle, qui est, on se le cachera pas, stress chronique, l'impact que ça a sur le microbiote, l'environnement et compagnie. Donc, très, très, très pertinent. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a beaucoup influencé justement dans ton parcours, tu sais, dans le volet, nutrition fonctionnelle, médecine fonctionnelle et compagnie, là. Est-ce qu'il y a des gens justement qui t'ont beaucoup inspiré là-dedans? Tu parles de au niveau auteur ou auteur, conférencier, professeur que tu as eu. Ah mon Dieu, il y en a livre plusieurs. Que tu as lu. Il y en a plusieurs. Écoute, c'est sûr que déjà en partant, je pense à Dr Brouillard, c'est sûr que c'en est un. Je pense j'ai aussi Sophie Staphylinidis que j'ai collaboré beaucoup avec elle. Médecin formé en médecine fonctionnelle au Québec, qui m'a amené tout le temps une piste comme d'ouverture. Je suis sûre c'est ça. Puis là, elle m'amène encore, tu sais, elle te re-questionne, elle t'amène ailleurs. Fait que tu sais, de collaborer tout le temps avec des naturopathes même aussi, ou des ostéopathes aussi avec qui j'ai échangé, puis ça te challenge, ça t'amène à dire ok, t'as pas faux, t'as pas tort. Des infirmières également. Fait que tu sais, je pense l'aspect équipe, tu sais, interdisciplinaire, ça m'a beaucoup aidé. Parce que des fois, il y a des groupes, on s'entraide dans tout ça, mais effectivement, la lecture qu'on peut faire, tu sais, je pense juste, tu
s'il y en a qui ont lu le livre de Jacqueline Lagacé, en fait, qui a repris les travaux de Dr Signalet sur l'alimentation hypotoxique, là. Je pense que pour plusieurs, c'est sûr que ça apporte déjà une bonne piste d'ouverture. Puis d'ailleurs, Dr Brouillard a fait 3 livres assez intéressants comme La santé repensée, Douleur repensée. Il y a aux États-Unis Jeff Volek, moi, qui m'a amené vraiment une nouvelle perspective justement sur l'aspect de la glycémie puis la diète cétogène que j'avais pas mis en perspective chez les athlètes, mais autant chez les diabétiques. Puis j'aimais la façon qu'il présente, j'aime comment en tout cas ses lectures, moi je les ai vraiment aimées. Puis plus récemment, je suis beaucoup sur Brian Walsh, Dr Brian Walsh, un chiropraticien là, aux États-Unis là qui fait de la médecine fonctionnelle, mais plus sur les bilans sanguins, sur la lecture des bilans sanguins, l'interprétation en fait qu'on peut en faire. Puis moi ça me fascine comment qu'on peut faire des corrélations entre des marqueurs et un autre marqueur que tu sais techniquement on les prend séparément, mais ensemble ça peut nous amener à quelque part d'autre. Tu sais, je pense juste il fait des liens avec le fer. Le fer comme étant des bonbons aux bactéries, aux mauvaises bactéries, en fait, puis que le corps, limite, il est pas niaiseux, le corps, hein. Quelqu'un qui est déficient en fer, puis qui mange, tu sais, des bonnes sources alimentaires, quand tu regardes son alimentation, tu dis, ben, c'est pas en lien avec son alimentation, donc ça doit être son absorption. Mais le corps, des fois, il fait exprès de pas vouloir l'absorber, parce que si on a une mauvaise bactérie latente au niveau de la circulation sanguine, ça peut être un bonbon pour la mauvaise bactérie. Fait que le corps, il veut pas l'absorber. Puis là, nous, on est là, puis on le bourre de fer, parce qu'il manque de fer dans le bilan, tu sais, mais finalement, il y a peut-être de quoi d'autre à aller voir pour comprendre la non-absorption du fer chez la personne, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'après ça, on évolue, hein. Lui, après ça, il t'amène sur quelqu'un d'autre, puis là, c'est une grosse question, hein. Ben, c'est pour ça que je suis curieux, parce que, tu sais, comme tu dis, tu sais, il y a les cercles vicieux, puis il y a les cercles positifs, on se dit ça comme ça, puis quand on a cette curiosité-là, cette passion-là, ça devient après ça, comme tu dis, on écoute telle personne, on fait des nouveaux liens, puis après ça, on écoute tel conférencier, puis il nous amène un lien additionnel sur quelque chose qu'on s'est toujours posé la question, ou avec un cas clinique, puis là, ça devient, tu sais, on a plus de références sur des cas plus complexes et tout, fait que ça devient vraiment, ça entretient notre curiosité intellectuelle, justement. Qu'est-ce que tu dirais justement qui est un des traits ou de qualités là, les plus importants dans ce que tu fais, dans ton métier? Ah, l'écoute. Oh mon Dieu. Ton patient, ben, en tout cas, vous, ceux qui écoutent en ce moment, vous êtes de l'or là quand vous parlez là. Des fois, la personne fait juste dire quelque chose. Ah ouais, non, j'ai la maladie de Gilbert, tu sais, non. Puis il passe d'autres choses. J'ai la maladie de Gilbert. Attends une minute, là. Tu sais, puis il pense que c'était pas important, mais pour moi, c'est tellement important dans le côté absorption des graisses, puis la vésicule biliaire, ça répond tellement à beaucoup d'interrogations. Fait que pour moi, tu sais, fait que faut écouter la personne. Des fois, elle dit quelque chose qu'elle pense que c'est pas important, puis finalement, creuse, tu sais, va là. Je te dirais que c'est l'écoute, puis c'est de l'art, hein? 100%, puis c'est ce que tu sais, ça revient souvent dans justement les entrevues que je fais avec les gens qui travaillent en santé globale, puis ça revient beaucoup à l'écoute, puis prendre le temps, évidemment, mais parce que cette écoute-là, il y a un historique d'un individu au complet là, de santé et sur tous les volets qui viennent jouer ultimement sur sa santé, mais l'anamnèse, plus on fouille dans ces trucs-là, dans le volet fonctionnel, on essaie de faire des liens, plus, et c'est quelque chose qui revient beaucoup avec les entrevues, c'est plus l'anamnèse devient importante et que chacune des petites clés qu'on peut aller ressortir, on parlait tantôt des sels, la consistance, la fréquence, les symptômes, vraiment dans les détails, mais c'est ça qu'il faut raffiner beaucoup notre entonnoir, en fait, de possibilités. Le patient rentre, il peut avoir 50 millions de choses, de combinaisons de choses, puis on veut descendre cet entonnoir-là pour faire comme, aha, c'est ces facteurs-là qui s'appliquent à toi, toutes ces autres-là, c'est pas ça dans ton cas. Du moins, ce ne sera pas les prochaines étapes qu'on va aborder. Puis, comme tu dis, c'est l'art de descendre cet entonnoir-là, de faire ce volet d'investigation-là. Ah ouais. Fait que, clairement, je peux confirmer que l'écoute est très importante. Puis, tu sais, moi, quand je suis sortie, en fait, de la certification, puis, écoute, c'est sûr que si quelqu'un m'écoute qui est thérapeute, qui veut faire la certification, quand tu sors de là, t'as la tête grosse comme ça, puis là, t'as le client devant toi, puis tu veux tout faire. Tu sais, je pense que t'as passé sûrement par là, t'es comme, oh mon Dieu, les hormones, son intestin, si, ça. Fait que là, tu lui fais son protocole, il y a genre 40 choses à faire, j'exagère, là, mais pas tant, mais tu sais, il y a comme 40 choses qui... Hey! Puis là, l'art de prioriser. Tu sais, c'est quoi la chose qui ferait un wow? Puis on y va progressivement. Tu sais, on peut pas
tout donner la première rencontre. Tu sais, faut y aller progressivement. C'est comme une formation où la personne apprend à se connaître dans tout ça, comment son corps fonctionne, puis c'est ça qui la fascine puis qu'elle fait avancer, tu sais. Exact, tu sais, de rendre la personne autonome. Puis comme tu dis, c'est que des fois, il y a tellement de choses, puis on veut en faire beaucoup, puis essentiellement, ça vient d'un désir de juste aider la personne le plus possible. T'sais. Puis ça, je pense que je me reconnais là-dedans en début de pratique aussi. Tu ressors d'un séminaire, puis t'es comme, t'as la tête pleine, t'es comme, oh my god, je veux. Même des fois, dans les séminaires, je prenais des notes de différents patients, puis j'étais comme, ok, je veux checker ça sur telle personne, déjà, la fin de semaine pendant un cours, tu sais. Mais je pense que les patients le sentent ça, tu sais. Puis justement, c'est malheureusement rare, tu sais, quelqu'un qui veut absolument tout faire pour justement t'aider avec ton problème. Juste ça met en confiance. Puis comme tu dis, après ça, ben là, avec la sagesse et tout, ça devient de prioriser par où est-ce qu'on commence parce que trop, c'est comme pas assez. Puis s'éparpiller partout, c'est la meilleure façon, je le répète tout le temps, d'aller nulle part. Fait que d'aller voir, OK, par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui va avoir le plus gros retour sur investissement? Puis pas à pas, parce que c'est pas tout les gens ne sont pas toujours rendus là non plus. Des fois, ça peut être overwhelming et tout. Et c'est là que je trouve qu'avec les années de pratique, avec le temps, on devient des maîtres un peu dans OK, par où est-ce qu'on va commencer, comment on va l'amener à la personne pour que ça soit pas trop overwhelming, puis que ça aille quand même, on s'en aille quelque part, lentement peut-être, mais sûrement. Fait que j'adore ça, c'est pour ça que ça, c'est des questions un petit peu plus même d'ordre d'intérêt personnel. Je suis curieux d'en savoir plus sur ton parcours et tout. Puis si les gens avaient une chose à retenir par rapport à justement la nutrition fonctionnelle, par rapport à l'importance du microbiote de notre entrevue aujourd'hui, là, ce serait quoi selon toi? Qu'est-ce que tu veux que le monde retienne de notre... Ben écoute, qu'il y a des solutions, il y a de l'espoir. En fait, il y a de l'espoir parce que moi, c'est ça que j'entends, tu sais, quand je suis en clinique, puis je commence à dire ma théorie, mon évaluation. Puis à la fin, tout le temps, je regarde la personne, je te fais-tu peur? Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça fait du sens dans ta tête? Tu sais, comment ça tombe dans ton monde, tu sais? Elle dit non, je suis comme excitée. Puis je sens qu'il y a de l'espoir. Fait que si c'est ça que je peux vous donner, c'est de l'excitement, c'est la nutrition, elle se peaufine, on a des solutions, il faut juste s'y intéresser, poser des questions, puis trouver effectivement la bonne personne, le bon thérapeute, le fit avec la personne, puis c'est pas mal ça que je veux que vous retenez. J'adore. C'est ça le but fondamental de ce podcast-là aussi, c'est justement d'élargir les horizons des gens en termes de possibilités, de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui se fait en termes de santé, mais de santé globale, de considérer tous les aspects. Puis écoute, la nutrition fonctionnelle en fait clairement partie. Donc en conclusion, comment les gens, s'ils veulent plus d'informations, tu disais que tu avais un e-book sur ton site web, s'ils veulent te contacter, voir ton contenu, j'ai vu que tu faisais beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, des trucs de recettes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de contenu là, qui pourrait bénéficier beaucoup de gens. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre essentiellement sur les médias sociaux? En fait, ça va être surtout sur Facebook, Instagram, Parfait. YouTube. Pour aller chercher mon e-book, c'est sur mon site internet www.valeriedussault.com. Donc, dans la section « Apprendre », vous allez avoir tout plein de choses qui peuvent peut-être vous intéresser, là, dont le e-book est là, mais aussi mes formations en ligne. J'ai parti mon club nutrition fonctionnelle, là, que je l'appelle comme... je veux pas dire le nom Flix, là, mais le Nutriflix de la situation. Puis j'aime ça parce que je m'amuse là-dedans. Là, je fais des chroniques sur différents sujets de la nutrition que je veux qu'ils durent comme 5-10 minutes, juste pour retenir une information. Puis on passe à une autre. Si ça t'aide, tu sais, t'as juste 5 minutes, t'écoutes celle-là, sinon tu passes à autre chose. Puis j'en ajoute tous les mois sur cuisiner tes suppléments aussi de magnésium ou autre, là, zinc, là, j'essaie d'amener au monde, tu sais, ce qui manque, mettons, certains nutriments, au lieu de le prendre en supplément, de le mettre dans tes aliments, tu sais, pour, entre autres, les enfants ou dépendamment si c'est une déficience, là. Mais j'en parle dans les vidéos, fait que c'est pour ça que je m'amuse un peu avec tout ça. Fait que si ça vous parle, il y a le club nutrition fonctionnelle que vous allez me retrouver là. Puis effectivement, comme tu as dit, sur YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire votre kéfir, donc des choses comme ça qui peuvent peut-être vous inspirer. Puis je pense sur Facebook, je fais un peu de live, un peu moins, mais sinon je poste beaucoup l'actualité sur la nutrition. Puis sur Instagram, c'est plus mes recettes, mes repas. Là. Fait que dépendamment de ce qui vous intéresse, des bonnes journées. Gardez-les toutes, abonnez-vous à chacune des chaînes, puis choisissez ce qui vous parle. Puis écoute, merci infiniment Valérie pour ta passion contagieuse. Je trouve qu'on s'en sent beaucoup sur plusieurs facettes. J'ai beaucoup aimé, je crois que tu as beaucoup à contribuer à tous, donc c'est pour ça que je suis super content de t'avoir eu. J'encourage à tout le monde aussi d'aller voir justement ton contenu sur les médias sociaux, de partager aussi avec les gens que ça intéresse et que ça pourrait aider. Donc merci encore une fois infiniment, puis écoute...
à une prochaine fois peut-être. Ben oui, merci Maxime. Merci.